Latte. Christophe Ondelatte. Je suis quasi certain que l'histoire que je vais vous raconter est ancrée quelque part dans votre tête. Mais évidemment, vous en avez oublié les détails. Il s'agit de l'affaire Fiona. L'histoire de cette petite fille de 5 ans tuée par sa propre mère et par son beau-père. Et quand vous aurez entendu mon récit, vous écouterez le débrief avec maître Renaud Portejoie, l'un des avocats de la maman. Voici donc d'abord l'histoire. Je l'ai écrite avec Thomas Audouard, réalisation Boris Paczynski. Europe 1, Christophe Ondelatte. Le dimanche 12 mai 2013, une femme se présente au commissariat central de Clermont-Ferrand. Une femme enceinte, avec le ventre déjà bien rond. Elle s'appelle Cécile Bourgeon et elle vient signaler la disparition de sa fille aînée, Fiona, 5 ans. Je sais pas ce qui s'est passé. J'étais au parc Montjugé avec mes 2 filles. Et comme je suis enceinte de 6 mois, je sais pas, j'étais fatigué, je me suis endormi sur la pelouse pendant peut-être un quart d'heure, 20 minutes. Et quand je me suis réveillé, Fiona était plus là. Elle avait disparu. Mais quand vous vous êtes assoupie, madame, elle était où, votre fille? Elle faisait quoi? Elle était juste à côté. Elle jouait avec sa petite sœur. Et quand vous vous êtes réveillé? Il n'y avait plus que sa petite sœur. Alors je me suis mis à la chercher dans le parc. J'ai demandé aux gens, vous avez vu ma fille, une petite fille de 5 ans? Et personne ne l'avait vue. Alors j'ai appelé Berkane. C'est mon nouveau copain, c'est le papa de mon bébé. Et je lui ai demandé si Fiona était rentrée à la maison toute seule. On n'habite pas loin, on habite à Goncourt. C'était possible. Et il m'a dit qu'elle n'était pas rentrée. Et voilà. Je suis venu vous voir. Le parc Montjugé où Fiona a disparu fait 26 hectares. Il est immense. Un dispositif colossal est mis en place. Plus de 300 policiers, gendarmes, militaires, pompiers se lancent à la recherche de Fiona dans le parc. 300, plus 2 hélicoptères équipés de caméras thermiques qui balayent le parc d'en haut dans tous les sens. Mais les heures passent et la petite Fiona reste introuvable. Bon, il est 2h du matin, on va suspendre bien évidemment les recherches. On les reprendra demain matin à l'aube. Merci pour votre mobilisation, messieurs, et à demain. Le lendemain matin, les recherches reprennent dès le lever du soleil. Et en parallèle, un appel à témoins est lancé. La police a décidé de demander l'aide des promeneurs qui étaient nombreux hier en fin d'après-midi. Un signalement de la petite fille avec photo a été diffusé. Fiona est une petite blonde de 1m10, des yeux bleu-vert, des cheveux blonds et un survêtement noir siglé Hello Kitty. Et cet appel à témoins a porté ses premiers fruits puisque plusieurs personnes se sont manifestées auprès de la police. Plus de 500 personnes répondent à cet appel. Des gens notamment qui disent avoir vu la petite fille la veille au parc. Des gens qui, en l'occurrence, racontent n'importe quoi. De bonne foi, sans doute. Mais quand vous connaîtrez la fin de l'histoire, vous vous direz que les témoins, parfois, on ne peut pas compter dessus. Pendant ce temps-là, Cécile Bourgeon, la mère, est entendue au commissariat. C'est une petite fille très vive, très joyeuse, très gentille. Elle n'a pas peur des gens. Alors si quelqu'un lui a parlé, elle a très bien pu le suivre. C'est ça qui me fait peur. Vous êtes séparés avec son père, c'est ça? Oui. C'est moi qui la garde. Lui, il s'en occupe pas du tout. Il la voit presque jamais. Et c'est pour ça que... C'est pour ça quoi, madame? Je me dis que c'est peut-être lui qui l'a enlevé. Je sais pas. C'est une piste. Et il faut l'explorer. Le père raconte qu'effectivement, la relation avec son ex est conflictuelle. Mais il détaille son emploi du temps de la veille. Il a un alibi imparable.
Il ne pouvait pas être au parc Montjusé hier après-midi. Le père n'est pour rien dans la disparition de Fiona. À ce stade, c'est la seule certitude. Fiona s'est-elle perdue? A-t-elle été victime d'un accident dans le parc? A-t-elle été enlevée par un pédophile, par exemple? Les policiers convoquent plus de 250 hommes dont le nom figure dans le fichier des infractions sexuelles, sans aucun résultat pour l'instant. Ils visionnent aussi des images des caméras vidéo dans les rues, dans les bus, dans l'espoir de voir Fiona tenir la main de quelqu'un qui l'aurait enlevée. Rien. Le lendemain, Cécile Bourgeon, la mère de Fiona, tout habillée de noir, décide de prendre la parole sur les marches du palais de justice. Je lance un appel à tout le monde, tous les Clermontois, tous ceux qui peuvent nous aider. C'est vraiment un appel au secours. Et puis, voilà, c'est le but, c'est de retrouver Fiona, c'est tout. On a vraiment besoin d'aide, quoi. C'est vraiment la seule chose que je peux dire. C'est une petite fille pleine de vie, une petite fille de 5 ans. C'est très très dur par rapport à ma grossesse et puis mon autre fille. On n'a pas trop le choix de faire en sorte de continuer un peu une vie, enfin surtout pour la petite et puis pour mon bébé, parce que j'ai quand même maintenant beaucoup de contractions. Et j'ai pas envie non plus de faire une fausse couche ou quoi que ce soit, donc mais faut gérer tout ça, et c'est vraiment pas facile. Elle est bouleversante, cette maman en larmes. Bouleversante. Avec ce bémol que les policiers viennent de découvrir en interrogeant la maîtresse de Fiona, que depuis la rentrée, la petite fille a manqué l'école 42 fois. Elle était très souvent absente. Pour vous donner qu'un exemple, je ne l'ai quasiment pas vue de tout le mois d'avril. Et le mois d'avril, c'était le mois dernier, puisqu'on est en mai. Autre chose, les policiers réinterrogent le père de Fiona, dont je rappelle que techniquement, il ne peut pas être celui qui a enlevé sa fille. C'était il y a environ 6 mois. Oui, c'est ça, 6 mois. J'ai eu la garde de Fiona et de sa petite sœur pour le week-end. Et à un moment, quand je lui ai donné le bain, elle m'a dit « Papa, Berkane, il m'a fait du mal. » Berkane, je sais pas si vous savez, mais c'est le nouveau compagnon de sa mère. Oui, on est au courant. Et alors? Alors je suis allé le voir pour avoir des explications. Et comment ça s'est passé? Mal. Comment voulez-vous que ça se passe? En partant, j'étais tellement en colère. Pour me calmer, j'ai mis un gros coup de pied dans un poteau. Je me suis cassé la jambe. Quel con. Et c'est à partir de ce moment-là que Cécile est allée voir le juge pour que je puisse plus voir mes filles. Et il lui a donné raison. En vérité, depuis le début, les policiers s'intéressent à ce Berkane Maclouf, le beau-père de Fiona. Parce qu'il s'avère que l'oiseau a un joli petit casier judiciaire. Il a été condamné à de multiples reprises pour des vols, des violences et des menaces. Mais pour être honnête, pas récemment, avant qu'il ne rencontre Cécile Bourgeon. Mais faut garder un œil sur lui, ce Berkane. Un mois après la disparition de sa fille, Cécile Bourgeon donne une série d'interviews à la presse. Ça se passe dans le cabinet de son avocat, Maître Portechoix. Personne ne peut s'imaginer la souffrance et l'atrocité que c'est, voilà, de se faire enlever un enfant, de vivre sans son enfant, de continuer à essayer de vivre comme ça. Je culpabilise beaucoup, je suis beaucoup dans le sentiment de honte, de mal, parce que voilà, j'ai quand même perdu ma fille, on m'a enlevé ma fille, c'est voilà, et je sais pas. Elle explique aux journalistes que depuis sa disparition, elle a changé les draps du lit de Fiona, et que dessus, elle a disposé ses nounours à leur place. Bref, elle garde espoir. Menteuse! Pinocchio!
canton, les policiers qui mènent l'enquête en ont appris une bien bonne. Cécile Bourgeon et son copain Bergan Maclouf sont des toxicos. Fumeurs de pétards, mais ça court les rues. Mais surtout, consommateurs d'héroïne. Et ça, c'est plus rare et plus dangereux. Et tout ça, ont raconté plusieurs témoins devant les gamines, au cours de soirées où Fiona était présente. Alors ça ne permet pas de les soupçonner de quoi que ce soit, mais disons que cette petite fille disparue et qui n'allait pas beaucoup à l'école ne vivait pas dans un environnement très sain. C'est le moins qu'on puisse dire. On de la raconte, la suite de votre récit. Il y a une autre raison qui amène les policiers à commencer à avoir un doute sur le duo Bourgeon-Maclouf. Le témoignage d'un voisin. Oh ben l'après-midi où elle dit que sa fille elle a disparu, moi je peux vous dire c'est que la voiture de Cécile, elle était garée sur le parking de la résidence. Il était quelle heure? 5h30, 6h moins le quart. J'en suis sûr. Or, d'après la mère, Fiona a disparu à 6h du soir. Elle n'a donc pas eu le temps, en un quart d'heure, de prendre sa voiture, d'aller au parc et de faire sa petite sieste de 20 minutes. C'est impossible. Ça ne tient pas. Et ça fait une raison de plus de douter de ce que racontent cette mère et son beau-père. Le vent est en train de tourner. Un autre élément vient nourrir le doute. Les policiers sont retournés à l'école où était scolarisée Fiona. La semaine qui précède sa disparition, elle n'est pas allée du tout en classe. Du tout. Sauf le lundi. Et le lundi, elle n'avait pas bonne mine. Elle était, je dirais, cadavérique. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Très maigre, trop maigre pour une petite fille de son âge. Vous voulez dire qu'elle était possiblement maltraitée? J'ai pas dit ça. Mais elle était mal nourrie, malnutrie, ça c'est probable. Et aussi probablement qu'elle ne dormait pas beaucoup. Hein. En tout cas pas assez. Ça c'est le lundi, 6 jours avant sa disparition. Le lendemain et les jours suivants, elle ne va pas à l'école. Mais les policiers ont mis la main sur des images d'un cinéma où la mère, le beau-père Fiona et sa petite sœur sont allés le lendemain, le mardi. Vas-y, avance un peu. Stop. Regarde la petite. T'as vu le bandeau qu'elle a sur la tête? Effectivement, elle a un bandeau sur le front. Et la caissière du cinéma se souvient très bien de leur avoir vendu les tickets. Bah, vu comme était la petite, je peux pas l'avoir oubliée. Elle était comment? Bah, je dirais un petit cadavre sur pattes, toute maigre. On voyait bien que le bandeau cachait un hématome, une blessure. Et son visage, il était déformé là au niveau de la tempe. 5 jours plus tard, Fiona disparaît. Et les policiers n'ont plus beaucoup de doutes sur le fait que la mère et le beau-père leur racontent n'importe quoi sur la disparition de la petite fille. Il y a un autre élément qui va finir de vous convaincre que le duo Cécile Bourgeon-Bergan Maclouf n'est pas blanc-blanc dans la disparition de la petite Fiona. Les policiers ont fouillé l'ordinateur de Cécile Bourgeon. Et savez-vous ce qu'ils ont trouvé? Regarde bien. Avant donc la disparition de sa fille, elle consulte un avis de recherche qui concerne, regarde, des enfants disparus dans un parc de Marseille. Et regarde bien, c'est exactement dans les mêmes conditions que ce qu'elle nous a décrit, à savoir une mère qui s'est endormie sur un banc. C'est dingue, hein? C'est-à-dire, elle s'est inspirée de cette histoire marseillaise pour bâtir le scénario de la disparition de sa fille tel qu'elle nous le sert. Depuis le début, elle nous balade. Elle nous balade dans les grandes longueurs. Effectivement, et je me permets d'insister, cette recherche sur Internet, elle l'a faite avant la disparition de Fiona. Elle, et pas lui, elle. Elle aurait donc prémédité
la disparition de sa fille. Je dis disparition, mais honnêtement, les policiers pensent à un meurtre. Et en l'occurrence, peut-être à un assassinat. Autre chose. Dans les premiers jours de l'enquête, les policiers reçoivent l'appel d'un médecin qui a reçu Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf à son cabinet 2 jours avant la disparition de Fiona. Ils sont venus me demander un certificat médical de complaisance pour justifier une absence scolaire de 21 jours de la part de leur fille. Je vais être très franc avec vous. J'ai consenti à rédiger ce document. J'aurais pas dû, hein. J'en suis parfaitement conscient. Et leur fille, docteur, elle était présente au moment de cette consultation? Non. Non, elle n'était pas là. Ce médecin est une grosse burne, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que tout ça s'est passé 2 jours avant la disparition, alors qu'il n'avait jamais demandé le moindre justificatif quant aux absences de Fiona. Jamais. Et là encore, on a un élément de préméditation. Qu'est-ce que vous en pensez? Il serait peut-être temps de les placer en garde à vue, ce duo. Il serait temps. Sauf qu'il y a un loup. Cette maman qui a peut-être tué sa propre fille est enceinte jusqu'au cou. Il y a donc un gros risque que la garde à vue soit levée pour raison médicale. Avec pour conséquence qu'elle saurait qu'elle est dans le viseur, sans pouvoir être interrogée sur le fond. Ça serait une catastrophe. Et donc c'est terrible. Mais il va falloir être patient, attendre qu'elle accouche. Et d'ici là, tout faire pour qu'elle ne se rende pas compte qu'on la soupçonne d'avoir assassiné sa propre fille de 5 ans. C'est rageant. C'est rageant. Mais c'est comme ça. La suite est étonnante. 2 mois après la disparition de Fiona, le duo déménage. Il quitte Clermont-Ferrand pour Perpignan, à 600 km, où vit la mère de Cécile Bourgeon. Vous feriez ça, vous? Déménager, quitter une ville dans laquelle on cherche depuis 2 mois votre fille disparue. C'est sans doute le signe qu'ils ont compris qu'ils sont dans le viseur. Et en plus, je me suis rencardé. L'appart qu'elle a pris à Perpignan. Il est tout petit, figure-toi. Et manifestement, ils n'ont pas prévu de chambre pour Fiona. Ils ont fait une croix dessus. Parce qu'ils savent qu'elle ne reviendra pas. Au mois d'août 2013, Cécile Bourgeon accouche à Perpignan. Un bébé qui arrive au plus mauvais moment. Pauvre gamin. Les policiers lui laissent le temps d'allaiter, de changer quelques couches. Et le 24 septembre, 3 mois après la disparition de Fiona, ils les arrêtent tous les 2 et les placent en garde à vue. Chacun dans leur coin. Voyons qui va craquer le premier. Espérons qu'il y en aura un. Lui, Berkane Makhlouf, il ne va pas falloir compter sur lui tout de suite. Trop sanguin. Trop dur à cuire. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que je fous là? Au fichier noir ou quoi? Ma belle-fille, elle a été enlevée par un tordu et c'est moi que vous faites chier? Hein? Elle, en revanche, Cécile Bourgeon, paraît beaucoup plus docile. Je vois, madame, que vous avez des bleus sur le visage. Qu'est-ce qui vous est arrivé? C'est Berkane. Il me bat. Est-elle en train de le lâcher? Et même de le balancer? Pas encore. Pour le reste, elle reste droit dans ses bottes. Première audition, elle n'est pour rien dans la disparition de sa fille. 2e audition, idem. 3e audition, toujours sur la même ligne. S'il vous plaît, monsieur le juge, je voudrais m'entretenir en tête-à-tête avec mon avocat. C'est possible. C'est son droit. Et en l'occurrence, c'est une bonne nouvelle. Maître Portejoie est un vieux de la vieille. Il est comme vous, il est comme moi. Il a compris que cette position était indéfendable. Et elle, qui n'est pas si sotte, a compris qu'il avait compris. Ce qu'il lui a dit, Jean-Gilles Portejoie, j'en sais rien, j'y étais pas. Mais c'est après ce tête-à-tête que tout bascule, au cours de la 4e audition.
Voilà, je vais tout vous dire. Ça s'est passé le samedi soir. Fiona, elle voulait pas aller se coucher. Et ça a énervé Berkane. Et dans la chambre, j'ai entendu que Berkane, il l'a frappé. Alors je suis allé dans la chambre. Elle avait un gros bleu sur le visage. Ici, tout près de l'œil. Et ça gonflait. Alors je lui ai mis de l'arnica. Et je l'ai recouché. Et le lendemain matin, Berkane, il est venu me voir et il m'a dit « Fiona, elle est toute froide. Et elle est morte. » Et il n'a pas voulu que j'appelle la police. Il a dit « Je m'occupe de tout. » Et je l'ai laissé faire. D'abord, il l'a emmené dans la salle de bain pour la laver. Ensuite, il l'a habillée. Après, il l'a mis dans un grand sac de sport. Après, il a mis le sac sur le siège arrière de la voiture. Et il a dit, on va aller au lac d'Eda pour aller cacher le corps. Votre deuxième petite fille, elle était où à ce moment-là? Dans la voiture, avec nous. Sur le siège arrière. Autrement dit, près du sac où se trouvait le cadavre de sa sœur. Après, elle dit qu'ils ont roulé vers le lac et qu'arrivé sur place, Berkane Makhlouf a trouvé une pelle dans une maison abandonnée, qu'il a creusé un trou, qu'à un moment la pelle s'est cassée et que... voilà. Après, on est rentré à l'appartement et on a décidé de raconter cette histoire, qu'elle avait disparu au parc. Voilà donc sa version. C'est pas moi, c'est lui. On est sûr de rien, mais on a fait un grand pas. Et lui alors, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Au début, il campe sur sa position initiale, toujours aussi agressif. Mais il finit par comprendre que les aveux de sa copine Cécile ne lui laissent plus beaucoup de marge de manœuvre. Vous vous souvenez de la pelle, monsieur Makhlouf? De la pelle qui s'est cassée quand vous creusiez le trou. Vous vous en souvenez? Et c'est le déclic. Il capitule. Enfin, à moitié. C'est pas vrai que je l'ai frappé violemment. Je lui ai juste donné une fessée, une petite fessée. Et je vous fais remarquer que, d'accord, bon, j'ai enterré le corps dans une forêt près du lac. Mais bon, hein, qu'il soit enterré dans un cimetière ou dans une forêt, qu'est-ce que ça change? Rien, monsieur Makhlouf. Vous avez raison, vous êtes un héros. Vous avez enterré Fiona. C'est remarquable. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et maintenant, il faut retrouver le corps. Cécile Bourgeon dit qu'elle est d'accord pour montrer l'endroit. Alors on l'emmène au bord du lac d'Eda. Mais elle ne retrouve pas. Elle est désolée, mais elle ne reconnaît plus. Ah, la mémoire, ça joue des tours, parfois. Le juge d'instruction en tire deux conséquences provisoires. J'insiste sur le mot provisoire. Elle, Cécile Bourgeon, est mise en examen pour non-assistance à personne en danger, recel de cadavres, dénonciation de crimes imaginaires et modification de la scène de crime. Et lui, Berkane Makhlouf, pour violence aggravée sur un mineur de 15 ans ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Tous les deux filent en prison. La priorité maintenant, c'est de retrouver le cadavre de la petite pour lui offrir une sépulture décente et surtout pour réaliser une autopsie. Parce que Makhlouf dit que c'est une fessée qui a tué Fiona. Personne n'y croit, mais encore faut-il le démontrer. N'importe quel légiste pourra le confirmer ou l'infirmer si on lui montre le cadavre. Alors on ramène Cécile Bourgeon sur place. Elle dit « c'est là, non c'est là, ah ben non c'est là-bas ». Et on ne trouve pas le cadavre. Des campagnes de fouilles sont organisées dans la foulée, 4 au total, sans aucun résultat. Et je vous le dis tout de suite, on ne retrouvera jamais le cadavre de Fiona. Et objectivement,
ça leur rend un sacré service. Au fil de l'instruction, se dessine ce qui va être le thème des procès à venir. C'est pas moi, c'est toi. Au début, on pouvait penser qu'ils étaient d'accord sur le fait que c'est Berkan Makhlouf qui avait porté les coups sur Fiona et qu'elle n'avait fait que faire avec. Désormais, ils s'accusent mutuellement. Il arrêtait pas de la frapper tout le temps. Elle était devenue son punching ball, on peut pas dire mieux. C'est un bourreau, cette fille. C'était le bourreau de Fiona. C'est elle qui l'a tué. C'est dans cet état-là que le dossier part pour la cour d'assises. Au juré de trancher. Je ne vais pas pouvoir vous raconter les procès en détail, parce qu'il va y en avoir beaucoup, 3 en tout. Le premier se déroule en novembre 2016 devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme, à Riom. D'un bout à l'autre, et sans surprise, les deux zigotos s'accusent mutuellement des violences ayant entraîné la mort de Fiona. Les jurés, à la fin, n'ont que leur intime conviction pour trancher. Ils retiennent le scénario des premiers aveux. Lui a frappé, et donc il prend 20 ans de réclusion criminelle. Elle a couvert, elle n'en prend que 5. Un procès en appel a lieu 1 an et demi plus tard au Puy-en-Velay, en Haute-Loire. Et là, eh bien, les jurés ne parviennent pas à les départager. Ils prennent 20 ans chacun. À ce moment-là, on se dit, la messe est dite. Les condamnés à 50-50, ma foi, ça paraît juste. Mais ils se pourvoient en cassation. Et la Cour leur donne raison. Elle leur donne un 3e procès, qui a lieu en décembre 2020 à Lyon. Entre-temps, Cécile Bourgeon a été libérée. Et on découvre, à son arrivée à l'audience, d'abord que depuis elle s'est mariée, et qu'elle a eu un enfant de plus, qui lui a été immédiatement retiré. Misère. Lors de ce 3e procès, elle fait une grosse bêtise. Elle affiche une attitude totalement détachée. Ça a l'air de la saouler de répondre aux questions. Très grosse erreur. Car à la fin, ils sont tous les deux reconnus coupables de violences ayant entraîné la mort. Et condamnés, lui, à 18 ans de prison, et elle à 20 ans. C'est-à-dire 2 ans de plus que lui. C'est elle, Cécile Bourgeon, qui est la grande ordonnatrice de ce crime sans cadavre. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Je vous ai raconté l'enquête sur le meurtre de Fiona, 5 ans, en 2013 à Clermont-Ferrand, tuée par sa mère Cécile Bourgeon et son beau-père Berkan Makhlouf, lesquels ont été condamnés, lui, à 18 ans de prison et elle à 20 ans. Et pour débriefer cette histoire, je suis avec maître Renaud Portejoie du barreau de Clermont-Ferrand, l'un des avocats de la mère de Cécile Bourgeon. On va peut-être préciser les choses. Vous êtes le fils du célébrissime Gilles-Jean Portejoie, qui est un grand avocat de Clermont-Ferrand. Au début, c'est lui, si j'ai bien compris, qui prend le dossier, et vous le rejoignez assez vite. Oui, en fait, j'interviens très vite dans ce dossier puisque je suis aux côtés de Cécile Bourgeon avec mon père lors de la reconstitution qui intervient 2 jours après la prétendue disparition. Donc, je suis vite aux côtés de Cécile Bourgeon, même si j'apparais moins. Et en réalité, je monte véritablement au créneau à partir de sa mise en cause, de son placement en garde à vue et au final, derrière, de son interrogatoire de première comparution. Alors au départ, vous et votre père, vous prenez un dossier de victime, de partie civile. Fiona a disparu. Il n'y a pas le moindre doute dans notre esprit lorsque nous rencontrons Cécile Bourgeon. C'est une jeune femme qui est éplorée, qui semble authentique et que tout le monde croit. C'est vrai qu'à posteriori, on refait un peu l'histoire, on refait un peu le match et on se rend compte qu'il y avait un certain nombre de contradictions. Mais dans les premières semaines, les enquêteurs, les magistrats instructeurs, le procureur de la République, tout le monde est intimement persuadé qu'il y a bien eu une disparition de Fiona et que Cécile Bourgeon et Berkan Makhlouf sont victimes de cette disparition indirectement. Donc c'est vrai qu'il y a une vague d'empathie
assez inouïe qui se met en mouvement très rapidement. L'opinion publique s'empare de la détresse de cette jeune femme qui communique beaucoup, comme vous l'avez rappelé, et tout le monde la croit. Tout le monde la croit, et nous les avocats également. Vous me jurez que pas un instant, au tout début de l'histoire, vous vous dites qu'il y a des trucs qui tiennent pas? Absolument pas. Alors, il est vrai que les enquêteurs, comme il est habituel dans ce type de dossier, ouvrent toutes les portes. C'est-à-dire que même s'il n'y a rien qui pourrait laisser penser que la mère et le beau-père seraient impliqués, ils n'excluent aucune piste. Ils font leur travail de façon professionnelle et ils envisagent, comme vous l'avez rappelé d'ailleurs, la thèse de la disparition, la thèse de l'enlèvement par éventuellement un pédophile, et aussi la thèse intrafamiliale, qui est une thèse classique lorsqu'il y a une disparition. Mais personne n'y croit vraiment dans un premier temps. Et en réalité, ce sont les portes qui se ferment successivement qui amènent les enquêteurs à s'intéresser à l'emploi du temps de Fiona, de sa mère et de son beau-père, et des contradictions sont notées, et les points que vous avez relevés sont également notés par les enquêteurs. Et on bascule au bout de quelques semaines de ce statut de victime incontestable à un statut probable de mise en cause ou d'impliqué dans la disparition de Fiona, parce que très clairement, il apparaît qu'ils ont menti. Mais c'est pas le deal initial entre elle et vous. Vous avez des états d'âme à devenir l'avocat de la défense alors que vous pensiez être avocat de la partie civile dans ce dossier? Alors, on ne se pose pas la question durant les premiers mois. Puis c'est vrai qu'en septembre 2013, ils sont placés en garde à vue, ainsi que 4 autres personnes, je le rappelle. Pourquoi ? Parce que la thèse des enquêteurs, des magistrats instructeurs et du parquet, c'est la thèse de l'accident domestique. En réalité, ils sont à ce moment-là convaincus que Fiona est décédée, que Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf ont menti sur les circonstances de la disparition naturellement, mais qu'en réalité, ce ne sont pas des coups qui auraient été portés. On n'est pas sur le terrain du meurtre ou des coups mortels, mais plutôt sur le terrain de l'accident domestique, de la prise inopinée de produits stupéfiants. Donc, il y a un certain nombre de personnes dans le milieu toxicomane clermontois qui sont placées en garde à vue, et on est contacté, et on nous appelle en nous disant que Cécile Bourgeon est impliquée ou serait impliquée dans la disparition de sa fille. Alors, vous imaginez bien que nous sommes naturellement surpris, et est-ce que nous nous posons la question de notre intervention alors qu'elle nous a menti, alors qu'elle nous a manifestement menti pendant plusieurs mois, comme à l'opinion publique et comme à l'institution judiciaire? J'ai envie de vous répondre, pas une seule seconde. Avec mon père, nous nous sommes posé la question de nous retirer. Il y a une très belle définition de Paul Lombard sur l'avocat, sur sa fonction la plus essentielle. L'avocat, c'est celui qui reste quand il n'y a plus personne. En septembre 2013, lorsque Cécile Bourgeon est placée en garde à vue et mise en cause pour la disparition de sa fille, il n'y a plus personne, et les avocats que nous sommes restons là naturellement. Comme elle est enceinte, les policiers, maître Portejoie, décident de ne pas la placer en garde à vue tout de suite. Vous me confirmez que si ça avait été le cas, vous auriez demandé la levée de la garde à vue pour raison de santé? Je n'aurais même pas eu à la demander, puisque je pense que le médecin qui aurait examiné ma cliente aurait conclu à l'incompatibilité de son état de santé avec la mesure. Donc je pense que la garde à vue aurait été levée immédiatement, sans même que Cécile Bourgeon puisse être entendue par les enquêteurs. Moi j'ai plein de copines qui bossent jusqu'à la veille de leur accouchement ou presque. Alors, vous avez raison, mais il y a des grossesses qui sont plus ou moins difficiles. Il semblerait que celle de Cécile Bourgeon ait été délicate jusqu'à son terme. Alors vous allez jouer un rôle clé au cours de cette garde à vue dans les aveux de Cécile Bourgeon. C'est quelque chose, je pense, que les gens ont du mal à comprendre, mais il faut, pour le coup, le leur rappeler souvent, c'est-à-dire qu'un avocat peut amener son client à avouer. Alors, l'avocat, il défend les intérêts de son client ou de sa cliente, et il pense aussi parfois à sa survie. Je m'explique. Lorsque mon père est amené à s'entretenir avec Cécile Bourgeon durant cette garde à vue, il peut constater, comme les enquêteurs d'ailleurs, qu'elle est criblée de bleu. Elle a des
peu partout. Elle a manifestement été violentée à de multiples reprises. Elle est dans un état de fragilité absolue. Et il en va peut-être de sa survie. Il est inconcevable qu'on puisse maintenir des dénégations et faire en sorte qu'elle reparte dans ce contexte de violence dans lequel elle est manifestement aussi victime. Bien sûr qu'elle est mise en cause, bien sûr qu'elle a failli dans son rôle de mère, et nous pourrions y revenir, mais elle est manifestement en danger, ainsi que ses enfants, parce que Berkan Makhlouf est un homme violent, c'est ce qui est une vérité judiciaire. Et donc, il y a, je pense, ce besoin de la préserver. Il y a aussi le besoin, je crois, de dire la vérité, de se soulager d'une certaine façon de ce mensonge dans lequel elle s'est enfermée depuis 4 mois. Je crois qu'elle a menti de façon stratégique, opportune, c'est une évidence. Mais je pense, et d'ailleurs les experts psychologues et psychiatres ont pu éclairer notre regard sur les contours et les ressorts de ce mensonge, je pense qu'elle s'est enfermée dans ce mensonge. Il était impossible de s'en départir, et lorsqu'en septembre elle est mise en cause, elle s'empare de ce moment aussi pour soulager sa conscience et pour dire réellement ce qui s'est passé pour sa fille Fiona. Parce que on a entendu dans mon histoire 2 extraits qui sont des vrais extraits de interviews, de déclarations qu'elle a faites. On a vraiment l'impression à l'oreille qu'elle croit elle-même qu'elle est innocente et qu'elle n'y est pour rien. Elle croit elle-même au scénario de la disparition dans le parc. C'est stupéfiant. La question a été posée parce que est-ce qu'on peut être convaincu de son propre mensonge ? Je crois. Oui, pour différentes raisons. Alors, elle sait au départ qu'elle a menti parce qu'elle n'est pas irresponsable de ses actes, elle n'est pas dans le délire. Donc, elle a conscience de ce qui s'est passé pour Fiona, de son implication. Mais assez rapidement, et notamment parce que cette disparition suscite une vague d'empathie dans l'opinion publique, elle se laisse emporté, débordé par ce mensonge. Et il n'y a plus de possibilité de machine arrière. Et d'ailleurs, l'expert psychiatre, j'y reviens parce que c'est important pour comprendre comment une femme peut s'enfermer à ce point dans un mensonge. L'expert psychiatre expliquait qu'il y avait une forme de jubilation presque dans ce mensonge parce qu'elle en réalité aboutissait à une empathie à son égard. Elle qui était dans une faille narcissique inouïe, elle comblait à travers cette disparition et son statut de victime une faille narcissique majeure. Alors le contexte de ce crime, bon, la facilité c'est de dire c'est des salauds, point. Mais on peut essayer d'aller plus loin quand même. Est-ce qu'au cœur de tout ça, il n'y a pas l'héroïne, la drogue, un couple de toxicomanes? Ce qui est certain, c'est que l'entourage de Cécile Bourgeon a été entendu et la question s'est posée de savoir si elle avait pu être coupable, s'être rendue coupable de violence auparavant, avant la disparition, sur ses enfants ou sur d'autres personnes. Elle n'a pas le profil de quelqu'un de violent, contrairement à Berkan Makhlouf. Alors, quelle est l'explication ? C'est Cécile Bourgeon elle-même qui livre l'explication sur les circonstances du passage à l'acte. En réalité, c'est une prise massive et multiple de produits stupéfiants qui aboutit à un délire de violence de Berkan Makhlouf qui en vient à porter des coups sur cette gamine pour des raisons stupides, d'une futilité sans nom. Et c'est même Cécile Bourgeon qui explique qu'on est dans une période de recherche frénétique de produits stupéfiants. C'est-à-dire que les jours qui précèdent le décès de Fiona, ils ne pensent qu'à ça. Ils ne pensent qu'à s'approvisionner en produits stupéfiants et à se défoncer du matin au soir. Et c'est dans ce contexte, évidemment, que la disparition intervient, que la mort intervient et que la disparition s'ensuit. Alors elle dit, lui aussi, qu'ils ne savent plus très bien où ils ont enterré la petite. On évoque, je crois, à un moment donné, la possibilité qu'il ne l'ait pas enterrée du tout, peut-être jetée dans une poubelle. Vous pensez que c'est stratégique, comme moi ? Je me suis posé la question, évidemment, très tôt. Et dans la confidentialité de nos échanges, j'ai expliqué à Cécile Bourgeon qu'il en allait de son intérêt, même judiciaire, à ce que l'on retrouve Fiona, parce que
elle cristallisait toutes les haines, toutes les colères. L'opinion publique s'était emparée de cette affaire et l'opinion publique était persuadée qu'elle mentait sur le fait qu'elle ne se souvenait pas du lieu où elle aurait inhumé le corps de sa fille. Comment peut-on oublier l'endroit où on enterrait le corps de sa fille? Voilà ce qui revenait systématiquement. J'ai dit, mais il faut qu'on retrouve le corps de Fiona pour lui permettre d'avoir une sépulture décente, mais aussi pour apaiser, arrêter ce délire sur ce point-là. C'est dans ton intérêt judiciaire que l'on retrouve Fiona. Je lui ai expliqué dès le départ, je crois qu'elle l'a compris, et quelques jours après sa mise en examen, on peut en penser ce qu'on en veut, elle prend l'initiative, elle écrit un courrier au magistrat instructeur et elle demande d'être vue par un hypnotiseur parce qu'elle ne se souvient pas, parce qu'elle était défoncée lorsqu'elle a enterré sa fille, parce qu'elle est incapable de dire précisément le cheminement qui a été le sien pour enterrer sa fille. Elle dit « j'ai besoin d'un hypnotiseur ». Moi, je ne peux pas m'empêcher de me poser cette question. Si vous savez réellement que vous ne l'avez pas enterré comme elle l'indique dans les bois autour d'Eda, vous ne faites pas appel à un hypnotiseur. Je crois que c'est une démarche d'initiative qui démontre pour moi l'authenticité de ses déclarations, aussi stupéfiantes soient-elles. Alors on a 3 procès et on a 3 verdicts différents. C'est très mauvais pour moi qui passe mon temps à expliquer que la vérité judiciaire émane d'un verdict, mais là on en a 3 qui sont différents. Évidemment, vous préférez le premier, vous, puisque vous êtes son avocat. Elle prend 5 ans et Berkane Makhlouf 20. Pour vous, c'est votre scénario qui est repris par les jurés. Oui, alors... dans un premier temps, c'était le scénario aussi des magistrats instructeurs et du parquet, puisque initialement, elle est mise en examen pour non-assistance à personne en péril, pour faire simple, et elle n'est pas mise en cause pour les coups mortels. C'est uniquement suite aux accusations réactionnelles de Berkane Makhlouf qu'elle sera mise en examen. Il n'y aura aucun autre élément. Et la cour d'assises de première instance, de façon, je le pense, très courageuse, sous l'égide du président Brault, au terme du procès, vient dire... évidemment que c'est une mauvaise mère. Évidemment que la question de savoir où est Fiona est essentielle et on n'a pas d'éléments de réponse. Mais qu'avons-nous dans la procédure? Sinon les déclarations de Berkane Makhlouf, rien. Personne ne l'a décrit comme violente, encore moins sur ses gamines. Donc qu'avons-nous pour condamner sinon la vindicte populaire, le besoin irrépressible d'apporter une réponse pénale au comportement odieux de cette mère? Rien. Et dans une motivation laconique, la cour d'assises acquitte, considérant qu'il n'y a rien, et la condamne au maximum sur le terrain de la non-assistance à personne en danger. Alors ensuite, on a ce deuxième verdict qui, évidemment, pour nous est séduisant, parce que c'est à peu près là qu'on en est. Comme on ne sait pas exactement qui a fait quoi, 20 ans chacun. Ça n'est pas satisfaisant parce c'est un des deux qui a donné la mort. Et moi, je garde à l'esprit les violences dont a été victime Cécile Bourgeon et qui sont constatées en septembre 2013 lors de sa garde à vue. Elle était victime de violences. Et il est évident que Berkane Makhlouf, lorsqu'il est sous l'emprise de produits stupéfiants, est un fou furieux. Tout le monde le décrit comme ça, ses anciennes compagnes, ses amis, sa propre famille qui est terrorisée par lui. C'est manifestement lui qui présente le profil de celui qui est capable de donner la mort à une gamine, et pas Cécile Bourgeon. Et je persiste à penser aujourd'hui, j'accepte toujours la vérité judiciaire, même lorsqu'elle me déplaît, mais je persiste à penser encore aujourd'hui que cet arrêt correspond à une attente du grand public plus qu'à une analyse du dossier et du procès. Troisième verdict, ils sont complices à 100% des coups portés qui ont entraîné la mort, mais elle, parce qu'elle est sa mère, elle mérite 20 et lui 18. C'est une décision qui est inouïe parce qu'en réalité, c'est, je crois, l'incarnation des fantasmes de cette affaire. C'est la mère. C'est elle qui a menti, c'est elle qui aurait dû protéger, c'est elle qui ne retrouve pas le corps de sa gamine, c'est elle qui, pendant ce dernier procès, est transparente, sinon désinvolte.
Et elle paye tout cela peut-être plus que ce qu'elle a réellement fait dans le processus létal. C'est ça qui est un peu triste pour l'avocat que je suis, c'est que j'ai invité la cour d'assises à se départir de tous ces fantasmes, de tout cela, de tous ces a priori, et de s'en tenir au dossier et à l'audience. J'ai échoué d'une certaine façon. Je conserve ces regrets pour moi. Un dernier mot sur la qualification. Donc on va être clair, ils ont été condamnés pour des violences aggravées parce que il s'agit d'un mineur porté ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas allé jusqu'au meurtre? Et pourquoi même est-ce qu'on n'est pas allé jusqu'à l'assassinat? Parce que quand même, on ne manque pas d'éléments de préméditation. Je n'en retiens qu'un. Mais tout de même, elle va voir sur Internet, avant la soi-disant disparition de sa fille, dans quelles conditions à Marseille, une petite fille a disparu alors que sa mère s'était endormie sur un banc. Il y a différentes questions qui restent en suspens. D'abord, quel jour Fiona est-elle décédée ? Il est évident que si elle est décédée le samedi, comme ils l'ont pu l'indiquer, le fait d'avoir cette recherche Internet est suspecte et c'est un euphémisme. Si en revanche, comme le soutiennent certains enquêteurs, le décès serait intervenu plutôt le mardi ou le mercredi, on comprend mieux l'articulation de la recherche. Pour condamner, pour poursuivre et encore plus pour condamner pour meurtre, il faut démontrer l'intention homicide. Vous n'avez pas de corps. Vous n'avez pas d'éléments qui permettraient de démontrer qu'il y avait une volonté délibérée, affirmée de donner la mort. Il n'y a pas de mobile. Alors, l'explication la plus plausible, c'est qu'en réalité, et c'était la thèse de l'accident domestique qui avait été privilégiée dans un premier temps, puis celle qui a été retenue et qui désormais constitue une vérité judiciaire, c'est la thèse de coups qui ont été donnés, probablement par Berkan Makhlouf, je le pense toujours aujourd'hui, mais sans véritablement de volonté de donner la mort. Il était fou, il était camé, il était défoncé, il ne savait pas véritablement ce qu'il voulait, mais jamais il n'a voulu la mort. Et je ne pense pas qu'il ait voulu la mort. Personne ne soutient véritablement qu'il a voulu donner la mort à cette gamine. Pourquoi l'aurait-il fait ? Voilà pourquoi on en est resté à cette qualification de coup mortel, violence volontaire ayant entraîné la mort sans intention de la donner, avec les circonstances aggravantes qui pouvaient justifier une peine maximale de 30 années de réclusion criminelle qui ont à chaque fois été sollicitées par le parquet général, je le rappelle. Oui. Merci beaucoup, maître Renaud Portejoie. J'ai, dans ma carrière, été souvent content d'interviewer votre père. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire avec vous ma première interview. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.